Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Polytalks pour ce 9e épisode de la saison 3. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux questions internationales et plus spécifiquement à la France et à sa place au sein du camp occidental. Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Michel Derzhansky. Bonjour. Bonjour. Monsieur Derzhansky, vous êtes journaliste, vous avez été envoyé spécial à Gaza et en Israël entre 2002 et 2006. Le Proche-Orient est devenu chez vous un domaine d'expertise, puisqu'en 2011, vous publiez aux éditions Yago l'ouvrage « Regards croisés sur le Proche-Orient ». Actuellement, vous dispensez des enseignements à l'école de journalisme de Lille. Vous y éclaircissez à l'échelle nationale les transformations sociétales, tout comme vous décryptez sur la scène internationale les grands mouvements géopolitiques. Il y a 3 ans, vous publiez l'ouvrage géopolitique « Comprendre les fractures du monde contemporain », un ouvrage dans lequel interviennent notamment Frédéric Ancel, Anne-Lorraine Bujon ou encore Thomas Gomard. Et ma première question pour vous, elle est toute simple. En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle le camp occidental et qu'est-ce qui lie tous ses membres entre eux ? En fait, je pense que ce qui lie ces membres entre eux, c'est la notion de la démocratie. Autrement dit, un régime libéral qui garantit à ses citoyens, à ses concitoyens, les libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme, le respect de la différence entre hommes et femmes, le fait de garantir les frontières d'un État, la séparation des pouvoirs, de garantir la séparation entre la presse et les institutions, la séparation entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, le fait qu'il puisse y avoir une liberté de parole, de manifestation, qu'il puisse y avoir des oppositions, et que tout ceci permette de faire société. Et de venir sur des questions sociétales cruciales aujourd'hui, auxquelles les jeunes de votre génération, mais aussi les moins jeunes, sont attachés. On peut parler de la crise climatique, chose importante, et qui n'est pas négligeable. Et d'autres choses, des libertés de genre. Vous avez vu que les libertés de genre, ça peut paraître connexe, mais pourtant, la première chose que revendique le président russe Vladimir Poutine, c'est de dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux, donc on est plus caractérisé d'Occidentaux que ce que nous y mettons cet adjectif, d'accord, était de dire il y a non seulement une volonté des Russes et du camp qui se reconnaîtrait autour de la Russie, comme demain une désoccidentalisation nécessaire, et de caractériser ce mouvement par le fait de dire que les valeurs portées aujourd'hui par l'Occident, ces valeurs notamment, ne seraient plus les bonnes, voire seraient des valeurs de dégénérés, puisque c'est le terme qu'il a, utilisé. Donc là, on est plus sur une caractérisation qui est faite entre guillemets par l'adversaire que par les Occidentaux eux-mêmes, qui certes vivent, sur un pôle particulier qui est celui, en fin de compte, c'est combien de pays ? Une 50aine de pays, ce sont les démocraties, en général, du monde. On pourrait même l'étendre, aujourd'hui, le camp occidental, il s'étend au Japon, il s'étend à l'Australie. Donc c'est pas une question, de repères géographiques, hémisphériques, mais ça s'étend aux États-Unis du Nord, ça s'étend au Canada. Donc ce sont les pays qui se reconnaissent, en fin de compte, dans cette exigence, et notamment dans la définition qu'il y a eu dans la fondation des relations internationales à partir de la Seconde Guerre mondiale, du droit des peuples à l'autonomie, du respect des frontières, du respect des souverainetés. C'est tout cet ensemble-là qui caractérise, entre guillemets, le camp dit occidental. Donc la France, membre de ce bloc occidental, oui. Adhère de fait à la démocratie libérale. Oui. Dans un entretien accordé à l'Express le 9 mars, l'historien économiste Francis Fukuyama, oui. Ardent promoteur du libéralisme, oui. parlait de la France en ces termes. La France a toujours été un État libéral. Simplement, elle a un État plus gros que les autres démocraties libérales. Est-ce que, selon vous, Francis Fukuyama minimise l'importance de cet État le plus gros que les autres ? Alors, moi, je crois que la question française est singulière. La Révolution française, en fin de compte, a fait que la France, dans ce paysage d'une vision démocratique et de liberté des droits de l'homme,
a été la première à distiller cette idée d'un point de vue politique et sociétal. Donc elle a naturellement une place singulière. Les philosophes des Lumières ont nourri cet espace politique et de cette réflexion. Donc de ce fait, il y a cet espace particulier et singulier de la France. Maintenant, je pense que la France a une longue histoire et que son histoire a des fois été jalonnée de périodes un peu moins démocratiques que d'autres. Il faut se rappeler quand même que la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1945, il y a eu un régime qu'on ne peut pas caractériser de démocratie libérale. Mais en dehors de cet exemple qui est particulier, elle a eu aussi des tentatives et des tentations qui ont été le boulangisme d'un côté, le poujadisme de l'autre. On a quand même un parti en France assez singulier qui est le Rassemblement national, anciennement Front National, qui est loin d'être, je dirais, porteur de toutes ces valeurs, je dirais, libérales. Cela dit, la pluralité politique de la France fait que toutes ces expressions peuvent s'exprimer. Et c'est ce qui en fait, je dirais, entre guillemets, de façon un peu triviale, un des porte-drapeaux. Mais je rappellerai quand même ceci. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, Churchill va faire un discours dans une université américaine où il va aborder justement cette question du rideau de fer qui tombe sur le monde occidental et qui va le séparer en deux blocs, Est et Ouest. Et là, il ne dit pas que c'est la France qui est porteuse de la responsabilité démocratique et libérale. Il dit que c'est le monde anglo-saxon, avec notamment la séparation des pouvoirs très tôt qu'ont connu les Anglais, un régime parlementaire, l'habeas corpus, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et il dit que c'est cet ensemble de valeurs qui fait que le monde anglo-saxon doit apporter au reste du monde. Et quand De Gaulle choisit de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN en 66-67, est-ce qu'il dit, il dit non à la démocratie libérale? Qu'est-ce qu'il fait en fait par ce geste-là? En fait, ce qu'il fait par ce geste-là, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte. Le général de Gaulle voulait construire une souveraineté, je dirais, indépendante d'un point de vue, je dirais, militaire pour la France. Lorsqu'il sort du commandement intégré de l'OTAN, c'est cette affirmation qu'il met en avant. Il ne sort pas de l'OTAN, il sort du commandement intégré de l'OTAN. La question d'être dans le commandement intégré de l'OTAN ou de ne pas y être, c'est une question importante en fin de compte. Parce que soit vous êtes dans une organisation et vous êtes un des participants de cette organisation, mais vous ne participez pas du décisionnel. D'accord ? Soit vous intégrez le commandement de l'OTAN. Et là, vous participez du décisionnel d'un point de vue stratégique. Ce qu'a décrété, en fin de compte, et ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en réintégrant la France dans le commandement de l'OTAN, dans le commandement intégré, c'est que la France, aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, a son mot à dire dans ces opérations de maintien de la paix ou d'engagement que fait l'OTAN. Donc, c'était cela. Ce que voulait marquer le général de Gaulle, c'était une forme d'indépendance de la France en termes de souveraineté et d'affirmer que nul ne pourrait venir, je dirais, restreindre la liberté stratégique de la France. Et quand Emmanuel Macron, au début du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, non pas se targue, mais continue de discuter avec Vladimir Poutine, affirme continuer de discuter au téléphone avec Vladimir Poutine, quand il parle de ne pas humilier la Russie, ou quand il dit que écraser la Russie n'a jamais été la posture de la France, alors qu'il se présente quand même comme un libéral. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire en tant que personne qui se présente comme libéral, de continuer à discuter avec cet autocrate qui est Vladimir Poutine, et comme vous l'avez expliqué, ne se met pas dans le même ne se met pas sur la même longueur d'onde finalement que le camp occidental. Mais en fait, je pense que la France, via son président de la République, est attachée à la ligne suivante, de se dire
Il faut qu'aujourd'hui, l'opération spéciale qui a déclenché Vladimir Poutine de façon agressive et unilatérale contre l'Ukraine permette d'une part à l'Ukraine de pouvoir restaurer sa territorialité, qu'il n'y ait plus violation de ce territoire, mais qu'en même temps, l'idée n'est pas de défaire l'État russe, et donc n'est pas de rentrer dans un conflit, je dirais, bilatéral entre le monde occidental et le monde russe. Et la question de l'humiliation peut recouvrir, je dirais, différents domaines. Mais je pense qu'il a peut-être en tête cette longue histoire que l'Europe a parcourue de 1914 à 1945. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque les historiens lisent cette histoire, on ne la lit plus comme une discontinuité entre, d'une part, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. On considère que c'est une longue continuité et qu'une des pierres d'achoppement qui a fait qu'il y aurait eu la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que le traité de Versailles et les traités connexes auraient entraîné une humiliation politique, économique et culturelle de l'Allemagne. Et que ce serait une des conséquences majeures de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'il y a ça. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi voir que dans cette continuité de logique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall n'est pas uniquement une vision économiste des Américains de l'Europe. L'idée est bien de reconstruire l'Allemagne. C'est pas de défaire l'Allemagne, c'est de la reconstruire. À telle enseigne que lorsqu'on regarde aujourd'hui les travaux des historiens, on voit bien que la dénazification qui aurait dû être celle de l'Allemagne telle que c'était engagée par les Alliés n'a pas été faite complètement, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue économique. Et que toutes les strates du management, qu'ils soient gouvernementales ou non gouvernementales, ont laissé en place des gens qui avaient participé au régime nazi. Pourquoi ? Parce que justement, l'idée était d'aller vers une reconstruction et en même temps une forme de dénazification. Donc je crois qu'il y a là aussi cette idée de se dire il faut que nous affirmions notre refus vis-à-vis de la violation du droit international, des frontières, du fait de nier l'autonomie des peuples par cette agression, mais qu'en même temps, nous puissions être garants vis-à-vis de la Russie que, au-delà de notre refus de tirer un trait sur ces principes de relations internationales, il n'y a pas une volonté de mettre à genoux la Russie. Et il n'y a pas une volonté stratégique de le faire. Et juste, dernière question pour conclure, est-ce que Emmanuel Macron est seul dans cette posture actuellement au sein du camp occidental ? Je ne pense pas. Je pense que le dernier exemple en date est le fait de ce drone américain qui a été abattu par l'aviation russe. Ça aurait pu être le déclenchement d'un casus belli fâcheux. Les Américains auraient pu considérer qu'après tout, c'était un acte de guerre. Les Américains ont temporisé. La Russie a temporisé. Je crois qu'aujourd'hui, le camp occidental est en train de réaffirmer ses valeurs dans les relations internationales en disant il y a aujourd'hui une volonté d'un certain nombre de pays d'expliciter que les relations internationales telles qu'elles existaient, autrement dit, de faire en sorte que les conflits internationaux puissent être résolus de façon collective, que la démocratie est quelque chose qui doit être la valeur cardinale, que la séparation des pouvoirs est quelque chose d'important, que la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes est fondamentale, que l'égalité homme-femme est indiscutable, que toutes ces valeurs sont le fondement même de pouvoir vivre dans les relations internationales, entre guillemets, ensemble, et pouvoir au moins discuter lorsqu'il y a conflit. Aujourd'hui, on a face à nous des blocs, ou un bloc, qui a au moins, je dirais, ce partage non seulement de la désoccidentalisation, mais de dire ce principe même ne doit plus être celui des relations internationales. Le principe des relations internationales devrait être conduit par la puissance et par la force. Et s'y reconnaissent qui ? Un gouvernement comme la Chine, Xi Jinping, le gouvernement conduit par Vladimir Poutine, la Russie. Paradoxe des paradoxes, la Turquie,
qui fait partie du Conseil de l'Europe et qui est un des membres actifs de l'OTAN, l'Iran, la Corée du Nord. Et on a comme ça un certain nombre de pays qui veulent revoir le cadastre mondial des territoires, revoir leurs frontières. La Russie en considérant qu'aujourd'hui il doit y avoir un glacis entre elle et l'Occident, et que ce glacis commence par l'annihilation de l'Ukraine. La Turquie qui considère que le passé de l'Empire ottoman doit être réactivé et doit lui donner une priorité régionale. La Chine qui revit, je dirais, les traités inégaux et qui considère qu'elle doit devenir la première puissance mondiale à l'horizon de 2049, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on a à la fois des acteurs régionaux et des acteurs mondiaux qui veulent imposer, je dirais, une nouvelle façon de lire les relations internationales, qui n'est plus celle de résoudre les choses de façon collective, de passer par une reconnaissance de valeurs communes et autour de ces valeurs résoudre un certain nombre de crises, mais de s'affirmer par la puissance, la velléité et la force. Merci beaucoup, M. Darzanski. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 9 de notre saison 3, que vous pouvez retrouver sur Deezer et Spotify. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux via nos comptes Instagram et Twitter. À très bientôt sur Polytalks.